parce qu'elles ont des enjeux économiques majeurs et on va bien sûr faire le point parce que l'Assemblée nationale et les députés se sont penchés sur un projet de loi justement sur ces données personnelles. Alors ils ne l'ont pas choisi comme ça, c'est parce qu'on transpose une directive européenne et dès le mois de mai 2018, eh bien, tout le monde devra être aux normes. On va revenir évidemment sur ces règles. Qu'est-ce que ça va changer? Et est-ce que vous, consommateurs, citoyens, vous allez pouvoir vous y retrouver un tout petit peu lorsque vous allez faire des achats, lorsque vous allez donner des données personnelles et où vont-elles? Ça, c'est vraiment une grande question. Comment on peut faire pour se réapproprier finalement son destin et ne pas être un simple data qui circule dans la tuyauterie d'Internet? On en parle ce soir. Certains ont des solutions d'ailleurs. L'idée, c'est de monétiser ces données personnelles. On y reviendra. C'est un think tank qui s'appelle Génération Libre et on fera le point dans quelques instants. LCP.fr, bien sûr, le JDD. Et je vous présente mes invités qui vont tout vous expliquer calmement, avec beaucoup de pédagogie, parce que moi qui m'y suis penché, Éric Bothorel, sur ce sujet, c'est vrai que j'ai eu l'impression de plonger dans un univers qui m'était très, très, très étranger. Vous êtes député de La République En Marche des Côtes-d'Armor, coprésident du groupe d'études économie numérique, de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle, parce que les deux vont de pair, et membre de la mission, alors là, voilà un mot barbare qu'il faudra nous expliquer, membre de la mission d'information sur les blockchains. Merci d'être avec nous. Face à vous, Philippe Gosselin, bonsoir. Député des Républicains de la Manche, vice-président de la Commission des lois et membre de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, parce que c'est l'occasion, ce texte, de revoir cette loi de 1978. On reviendra sur la CNIL, sur son rôle de rempart, de contrôle. On fera le point avec vous dans quelques instants. Vous avez été l'auteur d'un rapport sur l'incidence des nouvelles normes européennes en matière de protection des données sur la législation française. C'est exactement le sujet de ce soir. Merci d'être là. Puis je précise que vous êtes professeur de droit, parce que c'est vrai que le droit va intervenir dans le débat ce soir, parce qu'il y a des débats juridiques autour de toutes ces questions. Gaspard Koenig, bonsoir. Vous êtes philosophe, président de ce think tank dont je parlais tout à l'heure, Génération Libre, auteur d'un rapport justement sur l'idée de monétiser, d'avoir un droit de propriété, sur nos données qui nous appartiennent d'ailleurs. Et donc se réapproprier notre propre destin. Il y a un député de Marcheur, Bruno Bonnel, qui vous a soutenu, suivi, travaillé avec vous sur cette question. Il a d'ailleurs déposé un amendement. Merci, on écoutera vos arguments. Ce livre, parce que vous êtes philosophe aussi, Time to Philo, l'actualité vue par les philosophes, ça c'est votre dernier livre. Merci Gaspard Koenig d'être là. Trissa Catrinet, bonsoir. Vous êtes venu accompagné de votre petite mascotte, qui est, je ne sais pas, un elfe, une petite bestiole. C'est un dragon. C'est un dragon rose. Vous êtes fondatrice du projet Arcadie. Si vous voulez savoir tout sur vos députés, eh bien cliquez sur le site Arcadie, parce que c'est une base de données extrêmement référencée sur les parlementaires. Il n'y a pas que les députés, il y a aussi les sénateurs. Et les eurodéputés. Et les eurodéputés. Voilà, ça c'est le projet Arcadie. Vous êtes consultante en sécurité informatique. Et votre livre, qui s'intéressait à cette époque-là à Hadopi, plongé au cœur de l'institution la plus détestée de France, parce que Hadopi, à l'époque, c'était ceux qui contrôlaient pour éviter le téléchargement illégal. C'est sorti aux éditions FYP. D'abord cette séquence, peut-être qu'elle va vous éclairer, on va en tout cas la décrypter ensemble. C'est la ministre de la Justice, qui évidemment en commission, qui est en charge de porter ce projet de loi, avec un échange, vous allez le voir, avec un député de la France Insoumise qui nous met un peu dans l'ambiance. Est-ce que ce texte est à la hauteur des enjeux? Parce qu'on parle de milliards, on parle de GAFA, d'entreprises qui sont des géants de l'Internet, la plupart du temps américaines. Certains députés de la France Insoumise estiment que le compte n'y est pas. Écoutez, regardez cette séquence. Le gouvernement a largement excédé ce qui était demandé par les textes européens pour insuffler une logique qui libéralise totalement le recours au fichage et qui diminue le rôle d'autorisation et de contrôle de l'État. Nous aurions préféré que le gouvernement reste dans l'esprit initial du règlement et de la directive de 2016, renforcer les droits et les libertés numériques plutôt que leur utilisation déraisonnée et marchande. C'est pour ça que nous avons déposé plusieurs amendements pour cibler précisément les GAFA qui ne doivent pas pouvoir échapper à la totalité de ces règles avec des amendes qui ne représentent rien pour eux, renforcer les moyens de la CNIL, la transparence et éviter les conflits d'intérêts, mais également, et cela a toute sa place dans ce texte, la question de la neutralité du web qui est centrale. Je reconnais avec vous, nous l'avons dit à plusieurs reprises, que c'est une logique qui est totalement inversée, c'est une logique de responsabilité de l'ensemble des acteurs, mais c'est en même temps une logique qui, je crois, se veut beaucoup plus protectrice pour les citoyens.
Donc voilà, aux utilisateurs d'être une forme de déontologie. Vous y croyez, Éric Bothorel? Parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez fait un amendement qui a été repoussé, parce qu'on nous a dit, en tout cas les personnes bien informées, que Google l'avait un petit peu repoussé. Vous disiez simplement qu'il fallait qu'on ait le choix, nous, utilisateurs de smartphones, de ne pas être obligés, pour le dire assez clairement, d'avoir l'obligation de cliquer sur Google, mais qu'on ait le choix, la liberté d'aller sur d'autres moteurs de recherche, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, parce qu'on installe iOS notamment et Android. Google a gagné la partie là? D'abord, je ne sais pas si les milieux étaient bien informés et je ne sais pas si l'amendement visait spécifiquement Google. Après, certains l'ont senti. Les uns les autres l'ont interprété et ont même prêté des intentions à d'autres développeurs d'applications comme étant les grands gagnants de l'histoire si l'amendement avait été adopté. C'est pas le cas. On peut être à la fois favorable à la libre circulation des données. On peut être à la fois favorable au fait qu'on ne baptise pas des lignes Maginot du numérique et en même temps être attaché au fait qu'on puisse avoir un renforcement du consentement au moment du choix des applications qui vont nous permettre de naviguer sur Internet et du choix de ces moteurs de recherche. Il existe un panel aujourd'hui, même si certains... Mais qui n'existe pas quand j'ouvre mon Non, il n'existe pas, c'est même plus insidieux que ça, parce que si vous avez la dernière version d'un des OS dont vous avez parlé, si vous allez 2 fois à gauche, vous avez probablement le moteur de recherche qui permet de fouiller votre smartphone et celui est la propriété d'un des éditeurs dont vous avez parlé tout à l'heure. D'accord, donc on est espionné tranquillement. Pas espionné tranquillement, mais admettez qu'aujourd'hui il y a des positions dominantes occupées par certains. Admettez aussi qu'il y a aujourd'hui sur le champ de ces applications des gens qui font des efforts en matière de protection des données, en fait, qui font des efforts pour ne collecter que ce qui est nécessaire ou pour ne collecter rien du tout. Vous avez sur le marché aujourd'hui, et je terminerai par là, sur le marché aujourd'hui un développement du rapport de l'homme à la machine, que ce soit un smartphone ou à son automobile, qui va passer demain par la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, c'est quoi? C'est un chipset qui est open 24 heures sur 24 et qui va détecter les phrases que vous allez prononcer et qui va essayer d'identifier que vous aurez bien dit soit Siri, soit Alexia, soit Google. Cette commande-là et le fait de passer par commande vocale fait que vous avez non pas une intrusion, mais en tout cas un moteur qui fonctionne en permanence. La question, c'est est-ce que vous voulez vous libérer de ça ou pas? Et vous avez aujourd'hui des acteurs qui font de la reconnaissance vocale sans que les données aillent dans le cloud, par exemple. Donc le choix est possible. La question, c'est est-ce qu'on le donne vraiment aux utilisateurs? Est-ce qu'on leur donne le choix la première fois, quand ils allument leur smartphone, leur PC, etc. C'était le sujet de l'amendement, c'était de dire vous choisissez votre fuseau horaire, choisissez aussi votre navigateur, choisissez aussi votre donc moteur de recherche. se réapproprier en quelque sorte, et on va revenir à ce dataïsme qui a été lancé par un historien israélien, Yuval Noah Harari, qui parle de ce dataïsme. On n'est plus des citoyens, on n'est plus des consommateurs, mais on est des data. Les titres de l'émission, c'est cliquez, vous êtes fiché. Philippe Gosselin, vous êtes député, vous êtes à la CNIL, vous faites en sorte que, évidemment, les choses puissent être contrôlées, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Je vais chez un commerçant, je vais dans une grande surface, je clique sur Amazon, je suis dans l'impossibilité, évidemment. C'est le fichage. Ça, c'est le fichage. Et oui, je suis fiché déjà. Comment on fait pour échapper à un fichier sur lequel je mets nom, prénom, âge, des éléments extrêmement précis de ma vie personnelle, sans être certain que 15 jours après, il n'est pas revendu à une multinationale? Comment on fait ça concrètement? Écoutez, en réalité, d'abord, il faut avoir aucune naïveté. Voilà, on vit avec son époque, avec son siècle. Il y a un progrès formidable et chacun pourra vous dire que Internet, les réseaux, le développement digital, des technologies, c'est à la fois le pire et le meilleur. Mais je crois que ça a été le propre de toute invention, de toute révolution à un moment ou à un autre. Certains se sont aussi émus quand l'imprimerie s'est démocratisée, que le livre a circulé, parce que l'information allait circuler, le savoir allait se transmettre. Oh là là là. Donc vous nous dites, c'est à nous de nous adapter, citoyens. Bien sûr, c'est aux citoyens, consommateurs, électeurs de faire le nécessaire. Mais ils en ont les moyens, sincèrement. Ça suppose effectivement d'avoir un certain nombre de moyens. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, chacun ait les moyens, et d'une part, et conscience, peut-être même avant, des difficultés. Parce qu'en effet, le piratage est à peu près partout. Ou à l'insu de notre plein gré, ou en ayant coché des contrats d'adhésion chez les uns ou chez les autres. Et je crois qu'au-delà de l'éducation qu'il faut vraiment mettre en avant, on ne laisserait pas sa voiture ouverte avec les clés dessus et puis la carte bleue avec le code secret. C'est à peu près la même chose avec les datas. Voilà, on sait que quand on rentre sur un certain nombre de moteurs de recherche, quand on clique, on doit prendre un certain nombre de précautions. Voilà, il faut l'avoir en tête. Or, on ne l'a pas nécessairement. Et même quand on est à peu près averti, ce qui est peut-être à peu près notre cas ici, je pense que l'on commet
X fois par jour des erreurs, bien évidemment, et pas à l'insu de notre plein gré. Bon, je dis tout ça un peu de façon imagée et en C'est-à-dire que le boutade. simple consommateur qui va dans une grande surface, qui va dans une banque, globalement, vous nous dites ce soir, il a très peu de moyens de contrôle de savoir où vont aller ces données. Non, c'est tout l'enjeu, effectivement, des data, des big data et de ce qui se trame, pas dans notre dos, mais de tout ce développement technologique extraordinaire dont on n'est qu'au début. En réalité, vous évoquiez l'intelligence artificielle. On est déjà aussi dans des interrogations et depuis quelque temps sur le transhumanisme. Enfin, on voit bien que tout ça agite et c'est bien normal. Et Gaspard Koenig fait partie de ceux qui travaillent le sujet. Et je vais l'interroger. Et il a raison parce qu'on ne peut pas rester passif, ni l'État, ni les sociétés démocratiques, ni les institutions. Et c'est normal qu'à l'Assemblée nationale, au Parlement, on se préoccupe de ces sujets qui sont en fait, et je termine là-dessus, des sujets du quotidien. Gaspard Koenig, la parole vous est donnée, vous avez amené ce rapport, c'est 1 an et demi de travail. Je redis qu'il y a un député, Bruno Bonnel, qui est un membre éminent du groupe La République En Marche, soutient l'initiative, vous avez travaillé ensemble. Vous dites, en un mot, vous allez nous l'expliquer, nous, consommateurs, citoyens, avec nos données que l'on donne à Facebook et aux GAFA, on nous spolie, puisqu'en fait, on nous prend ces données en échange de rien. En échange d'un service gratuit, mais on peut considérer que les données qu'on leur donne valent plus cher que le service qu'elles nous rendent. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune possibilité de monétiser vos données personnelles. Et d'ailleurs, vous n'avez aucun droit de propriété sur vos données. Donc non seulement vous n'avez pas la possibilité de les monétiser, mais vous n'avez pas non plus la possibilité de refuser de monétiser et de payer en échange. J'aimerais reprendre l'exemple du livre et de l'imprimerie, parce que c'est un excellent exemple. Parce qu'avec la circulation massive des livres est apparu quelque chose avec Beaumarchais, le droit d'auteur. Et on s'aperçoit qu'à chaque rupture technologique et sociale, le droit de propriété a été élargi pour redonner aux producteurs primaires le pouvoir de contrôle sur la matière. Ça a été le cas lors de la révolution agricole avec le cadastre, avec le droit de propriété en disant les paysans maintenant, eh bien votre champ vous appartient et vous n'êtes plus des serfs, vous avez la possibilité de le faire fructifier vous-même. Ça a été le cas avec le droit d'auteur, avec le droit de propriété intellectuelle lors de la révolution industrielle pour les inventeurs. Et aujourd'hui, ça doit être le cas pour les data. Dans ce droit de propriété, il est flexible, c'est une invention magique de l'humanité et qui redonne aux producteurs primaires de la data ce qui lui appartient. Ensuite, il est naturel de rémunérer les services comme Facebook, Google et autres, les grandes plateformes qui se rémunèrent à travers la publicité en leur revendant et la revente, en leur donnant accès, en leur donnant accès à nos données ou en leur revendant directement les données. C'est 1000 milliards en Europe, dit la commissaire européenne. C'est pas rien quand même. C'est tout à fait normal de donner à ces industries qui font du raffinage de données qu'elles puissent se rémunérer au prix du marché. Mais il est aussi normal que le producteur premier de ces données soit lui rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, Facebook fait 4 milliards de profits par trimestre. Vous savez que je n'ai rien contre le profit, mais c'est un peu comme si celui qui avait inventé le papier continuait à toucher les droits d'auteur sur l'ensemble des livres produits. Facebook fait son argent avec quoi? Avec le contenu qui est sur Facebook. Donc et avec tous les citoyens, et le contenu qu'il l'a créé, mais c'est nous qui l'avons créé. Et donc certes, eux, ils le mettent en forme, ils l'agrègent, ils mettent à notre disposition un service de grande qualité, mais nous devrions pouvoir également en retirer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est le producteur primaire, on parlait de pétrole. C'est une image rapide, mais la question c'est à qui appartient le pétrole? Bien qu'il y a des raffineries de pétrole, mais celui qui détient le champ de pétrole, il est également payé pour ça. Et donc, remettre cette chaîne économique sur ses pieds, en nous permettant de se réapproprier les données, c'est remettre un peu cet écosystème. C'est normal qu'il se soit développé de manière un peu sauvage, parce que c'est de l'innovation de rupture, parce que ça va très vite. Très bien. Et maintenant, il est temps de le remettre sur ses pieds par un. C'est de la régulation, vous, le libéral que vous êtes. Il faut réguler ce système. Le fait que l'État protège le droit de propriété, j'ai aucun problème avec ça, ça a toujours été le cas. C'est justement de la régulation par le bas, et j'en profite pour dire qu'on n'a absolument rien contre le RGPD qui est discuté en ce moment, notamment parce que Règlement général de protection des données pour... Il met en place des droits et des obligations, notamment le droit à la portabilité, c'est-à-dire en fait de pouvoir récupérer ces données pour les transférer d'un opérateur à un autre, d'une banque à l'autre, d'un service à l'autre. Bon, ça va tout à fait dans le sens du droit de propriété, et donc il ne faut pas opposer les droits de la personne tels qu'ils sont aujourd'hui créés par la CNIL et le régulateur européen et les droits patrimoniaux. Les deux sont parfaitement compatibles. Aujourd'hui, vous vivez dans une démocratie où il y a des droits de l'homme qui sont respectés et où, par ailleurs, vous pouvez créer des marchés sur un certain nombre de produits. Je pense que ça doit être pareil avec la data personnelle et qu'encore une fois, on redonne aux gens ce qui leur appartient. Et qu'avec, enfin, le droit de propriété,
vous avez la possibilité de faire fructifier votre bien, c'est le fructus, mais vous avez aussi l'usus et l'abusus. Donc le fait d'en avoir la propriété règle un certain nombre des questions de protection. Aujourd'hui, on vous parle en termes très abstraits d'autodétermination informationnelle, mais pourquoi ne pas aller directement dans le concept le plus simple qu'a inventé l'humanité pour dire vous en êtes possesseur, c'est vous en êtes propriétaire, du coup vous pouvez le détruire comme vous voulez, vous pouvez en faire l'usage que vous voulez, vous pouvez le mettre dans le marché ou refuser de le mettre dans le marché, et on peut donc on se réapproprie une forme de notre destin en quelque sorte, on se réapproprie nous-mêmes. Du coup, vous pouvez dire, dans ces smart contracts qu'on a imaginés techniquement dans le rapport, vous pouvez dire, ces données de santé par exemple, je décide de les donner, parce que je considère que c'est un bien utile commun. pour la science. Mes données de géolocalisation, alors là, on n'y touche pas, je ne veux absolument pas les donner, et si besoin, je paye en échange quand je vais sur Waze ou que j'achète une voiture, parce que je ne veux pas donner mes données au constructeur. Mes données d'e-commerce, alors là, j'en ai rien à faire, je veux bien vous donner tout ce que vous voulez. Mais chacun choisit. Et à ce moment-là, vous me redonnez ce qui me revient. Et donc, dans ce cas-là, vous avez des flux continus en crédit et en débit sur ces sortes de comptes intelligents qui permettront, puisqu'on est avec des politiques, je permets d'insister, aux gens de récupérer du pouvoir d'achat. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais ça, c'est un pouvoir d'achat. Je vous donne essentiel. la parole, parce qu'il y aura une deuxième partie dans votre développement, c'est qu'il y a l'école de Toulouse, l'école d'économie, qui va essayer de quantifier, parce que tout le débat est de savoir combien vaut un data. On travaille avec un chercheur, Marc Ivaldi, pour savoir, parce que c'est un peu le débat. Trissa Catherine, cette phrase qui fera plaisir peut-être à Gaspard Koenig, la propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe, c'est Proudhon qui l'a dit, donc c'est ce qui fait peut-être un peu écho à ce qu'on vient de... La propriété, c'est le vol, lui a dit. Non, mais alors il est revenu sur ses propos Genève. Voilà, la propriété. J'ai fait exprès de... beaucoup de choses. J'ai fait exprès, évidemment. Non, mais j'ai fait exprès de dire cette phrase parce que j'étais sûr que quelqu'un me dirait, mais non, la propriété c'est du vol. Bien sûr. Trissa Catherine, Julien Drey, que tout le monde connaît, lui dit, et c'est très intéressant parce qu'il fait le même diagnostic que vous, il dit, globalement, le citoyen est dépossédé. Voilà, il est devenu finalement une bête de somme à qui on prend les données et on va jouer avec, on va en profiter, on va gagner de l'argent. Et lui, il dit quelque chose de différent dans les propositions. Il dit socialiste, exactement. Il dit constituer une dotation universelle pour chacun d'entre nous, 50 000 euros à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire que c'est évidemment les GAFA qui feront l'effort. Donc on récupère l'argent de ces multinationales très puissantes et puis on fait de la redistribution. Sur ce débat, vous qui observez la question des data, des données, vous êtes une technicienne du sujet, comment vous regardez ce débat philosophique? Parce que vous avez vu, on démarre par finalement un positionnement du citoyen dans le monde dans lequel il vit. Moi j'entends, il faudra qu'on s'adapte à cette mutation technologique, on n'a pas le choix. Est-ce que vous dites, oui, il faut réguler ce monde? Il faut le réguler, faire en sorte que ces GAFA, américains pour la plupart, peut-être fassent un effort et trouvent une solution, un système? Je pense que d'abord, il y a une question d'éducation qui doit se faire, parce qu'on dit on ne sait pas où vont nos données. En fait, si, il y a des façons de savoir où vont nos données. Il y a plusieurs personnes qui ont développé des applications, des extensions de navigateurs, pour savoir quand vous allez sur tel site web ou sur telle application mobile, où partent vos données. Donc, Exodus Privacy s'occupe des applications mobiles, vous leur indiquer, on veut savoir quels sont les trackers, quels sont en gros tous les systèmes connectés à cette application-là pour savoir où est-ce que mes données vont aller si j'utilise cette application. Donc c'est un gros travail qui est fait par 4-5 personnes, qui est complètement bénévole. Et ils vont aller donc rentrer dans la tuyauterie. Et donc, eux, ils étudient ce qui se passe. Donc c'est un projet qui vient de démarrer, qui doit avoir 2-3 mois et qui fonctionne plutôt bien. Ils font un gros boulot. Et il y a un autre... C'est un service gratuit, excusez-moi. C'est un service qui fonctionne par des dons, un peu comme Wikipédia et un peu comme le projet Arcadis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention publique, il n'y a pas d'aide d'entreprise. C'est uniquement des dons de bénévoles et sur du temps personnel. Attendez, juste une question concrète. Moi, j'ai donné mes données à une grande surface. Ouais. Je demande à cette structure qui vient de se créer, qui travaille, et elle me dit, tiens, la grande surface, là, l'a vendu tout récemment à un fichier pour du crédit à la consommation. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme recours? On va parler de ces questions. Qu'est-ce que je peux faire? Je me plains, je vais chez... Déjà, c'est déjà une bonne chose de savoir où est-ce qu'elles partent. D'accord, mais une fois que je le sais. Non, mais ça, c'est la première étape, parce que je ne suis pas persuadée que que les gens qui nous écoutent, s'ils prennent leur téléphone portable, déjà connaissent cette possibilité-là, à savoir Exodus Privacy, qu'elles sachent quelles sont toutes les applications qui sont installées. Moi, quand j'ai eu ce téléphone-là, il y avait des applications, je savais même pas ce que c'était, mais et ça rejoint ce que disait Monsieur Botorel et donc l'amendement qu'il avait défendu. On m'a imposé des applications dont je voulais pas, dont je ne me sers pas, mais elles sont liées au système. Du coup, je peux pas m'en débarrasser, sauf à devoir casser un peu le téléphone. Un problème de démocratie informatique, pour avoir un débat, c'est-à-dire qu'on nous donne pas le choix d'autre chose que ça. Voilà. Et l'autre, il y a une autre équipe qui a travaillé sur une extension de navigateur. Donc là, c'est pour les ordinateurs, aussi pour les tablettes, qui s'appelle KimTrack, qui a été fait par l'équipe de Next Impact. Vous l'installez et vous allez sur n'importe quel site web et il vous dit voilà, ça c'est tous les trackers
d'erreurs qu'il peut y avoir sur un site web. Donc je l'ai lancé par exemple sur Arcadie pour savoir si de mon côté il n'y avait pas des choses que j'avais oubliées. Je l'ai lancé sur le site de l'Assemblée nationale, j'ai eu quelques surprises. C'est-à-dire, vous avez vu des trackers sur ce site? Non, mais par exemple, je me suis rendu compte en cherchant quelque chose sur les fiches des députés un peu dans le code source, il me semble que j'ai vu passer du Google Analytics. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est pas normal. Attendez, ça c'est votre langage, mais ça veut dire quoi? Ça a l'air très très grave. C'est quoi Google Analytics? Non, c'est pas très grave. C'est un outil de mesure en fait d'audience qui est utilisé, qui est proposé par Google. C'est pas grave en soi, mais en gros, on nous impose des acteurs que sont Facebook, Google, oui, on vient Twitter, toujours à ces GAFA, Microsoft, donc nos fameux GAFAM et GAFAMI maintenant, puisqu'on a IBM qui s'est mis dans moi je suis un peu en boucle. retard, je suis resté à GAFA, vous avez vu, hein, je sais pas. C'est pas grave. Eh oui, je suis vieille France, je suis très vieille France. Mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Mais le souci, c'est qu'on n'explique pas aux gens, non, vous avez le choix du logiciel libre, vous avez le choix de passer par autre chose que Microsoft, que par autre chose que Apple, que par autre chose que Google. Des alternatives existent. Ce qu'il faut, c'est faire de la pédagogie, il faut faire de la démocratie avec ce type de système, notamment le logiciel libre, avec tous les systèmes qu'il peut y avoir aussi qui sont respectueux du droit d'auteur, parce que ça compte aussi, qui permettent aussi de rémunérer correctement les créateurs et qui ne font pas commerce de la donnée. Donc ça, c'est des systèmes qui existent, il faut en parler. C'est pour ça que l'amendement d'hier soir, que vous aviez défendu d'ailleurs, qui vous avez été soutenu par M. Gosselin et par d'autres. Mais qui n'a pas été... Malheureusement. On y reviendra. Oui, non, mais ils ont dit, on va y revenir. On va y revenir. Oui, alors Thierry, il y reviendra. Enfin, je veux dire, Ça pose le débat, c'est important. Mais attendez, juste Éric Bothorel, quand vous vous attaquez à des géants comme ces GAFA, on a l'impression qu'on est, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, Trisha Catherine, mais qu'on est un peu des nains, c'est-à-dire qu'on court derrière une technologie, derrière des multinationales très puissantes. À la fois, elles développent des voitures connectées sans conducteur, à la fois, elles travaillent sur des bases de données, sur des livres. Bref, ce sont des États dans l'État, et que nous, finalement, on est tout petits quand on s'attaque à ces... Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'est pas en train de courir derrière tout le temps, en fait? on peut avoir ce sentiment-là quand on voit les places et aujourd'hui la position dominante de certains, bien évidemment. Quand le rapport de force, ça donne le vertige quand on regarde un certain nombre de chiffres. On parle beaucoup des GAFA, des GAFAM, des GAFAMI. On n'a pas parlé des BATX. Si on s'intéresse au chiffre d'affaires d'Alibaba le jour de la fête du mariage, au mois de septembre, qui correspond à 6 mois du chiffre d'affaires. Site de commerce, Alibaba. Exactement. Il y a de quoi, effectivement, avoir le vertige. En même temps, moi, je ne suis pas... je m'attaque pas à Google et à Facebook. Et on a le choix de prendre des outils qui vous permettent de ne pas être traqué. On peut même installer des VPN, on peut même utiliser de la messagerie avec PGP. On peut... dis ça à une personne qui a 60 ans, qui nous regarde ce soir, qui a ouvert Google pour la première fois de sa vie il y a 6 mois, et avec tous les termes que vous lui dites, là, ce soir, elle est déboussolée. Ce que je veux juste dire par là... Non, mais ce que j'entends, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il ne s'agirait pas de faire un tableau où les acteurs dont on parle, et notamment parce qu'on les cite, les GAFA, seraient devenus subitement, ou parce qu'on a une prise de conscience autour de l'impérieuse nécessité de savoir ce que sont nos données. Après tout, si vous avez donné vos informations à Carrefour et qui sont partis ailleurs, probablement que vous avez signé sans vous en apercevoir l'accord qu'il puisse être donné à un tiers. Donc il n'y a rien d'illégal. C'est écrit encore 5,5. Donc ça, on peut s'en plaindre. J'entends bien, mais il n'y a rien d'illégal sur le sujet. Mais là, le législateur a la main sur ces questions-là, sur la question des règles, sur la question de la pédagogie. C'est tout l'intérêt du GDPR dont on a parlé hier soir. Exactement. Quand vous prenez les notions d'extraterritorialité, c'est un avantage pour nous de traiter le sujet à l'échelon de la communauté européenne que de protéger nos citoyens européens, y compris sur des traitements qui sont accomplis en dehors de notre continent. Voilà, si vous prenez, on va pas faire les articles du GDPR ce soir, d'abord on n'aura pas le temps, et puis ensuite je pense qu'on va finir par perdre tous les rares qui continuent de nous suivre. Non, mais vous inquiétez pas, ils sont là, ils nous regardent. Oui, donc si on ne va pas dans le détail, il y a quand même des mesures qui permettent d'imaginer que le cadre européen qu'on a donné, et dont je pense que d'ailleurs il inspirera un certain nombre d'acteurs, parce que vous savez, si c'est pas le droit ou la loi qui fait les choses, ce sont aussi les acteurs et la prise de conscience. C'est le marché qui lui-même... Franchement, elle existe en Europe et aussi outre-Atlantique, s'agissant de la sensibilité sur ce que deviennent nos données et la contrepartie que l'on a. Donc c'est pas trop tard, vous nous rassurez ce soir. Non, rassurez-vous. C'est pas trop tard. Et le GDPR, c'est un vrai avantage compétitif. Juste, vous n'avez pas répondu. Juste un mot sur Gaspard Koenig, sa proposition, là, Éric Bothorel, parce qu'on voit quand même qu'il y a un débat, il soulève, il y a une proposition concrète, travaillée, réfléchie. Éric Bothorel, vous dites, moi ça m'intéresse ou vous n'y croyez pas? Oui, l'idée qu'on puisse se réapproprier nos données et les vendre en quelque sorte, parce qu'on les vendrait comme un droit d'auteur à ces GAFA. Ma perception, c'est que d'abord, il faudrait que j'aille un peu plus dans le détail de la présentation qui est faite ici. Je vais vous donner un sentiment premier et qui n'est pas une critique violente du sujet. Je pense que ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous soyons peut-être des nains à certains endroits par rapport à d'autres, c'est que le principe de précaution qui gouverne souvent un certain nombre de décisions a fait qu'on a, sur un objet qu'on a du mal à cerner, pris des décisions sur on protège les données de santé, on protège les données scolaires, on protège les données.
franchement, quand on regarde de près le sujet, qualifier une donnée comme étant une donnée de santé ou une donnée scolaire ou une donnée et fabriquer des lignes qui finissent par faire en sorte que les exceptions deviennent la règle, rendent compliqué l'émergence d'acteurs économiques. Moi, je sais qu'il y a des données sensibles. Il y a des données sensibles protégées et il y a des données qui sont ni sensibles ni protégées. Le fait de caractériser une donnée par rapport à celui qui l'émet ou par rapport au fait que elle soit émise sur tel endroit du territoire, les données de santé, il y a une définition précise. Rend les choses très compliquées et on gagnerait, de mon point de vue, à avoir une approche qui soit beaucoup plus large. Et c'est pour ça que dans la discussion que vous avez introduite, Monsieur Koenig, tout à l'heure, sur le fait de dire, par exemple, je vais avoir un arbitrage sur pas mes données de géolocalisation, pas mes données je peux choisir. Je pense que si on va sur une granularité extrêmement forte, ça va devenir très complexe. Mais voilà. Alors, il y a quand même une graduation dans la sensibilité des données, effectivement. On va pas parler des données de renseignement, par exemple. On a des données de santé qui sont particulièrement importantes parce que si elles sont détournées de leur objectif, elles transmettent suffisamment d'informations sur la situation personnelle de l'intéressé qu'on n'a pas nécessairement envie que ça se sache. Sauf si elles sont anonymisées. Sauf si elles sont anonymisées. Et on est en possibilité sauf si elles sont anonymisées. Mais ceci étant, aujourd'hui, la campagne américaine, Facebook, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté à avoir des études à la fois scientifiques, universitaires ou de revente ou de transfert de données si elles sont anonymisées dans un certain nombre de cas. Bon, ça, maintenant, il faut pouvoir s'assurer que l'anonymisation est complète et qu'on n'a pas de réversibilité, parce qu'à ce moment-là, on a un marché de dupes. Et c'est ce qui me ramène du coup vers Gaspard. Effectivement, on a aujourd'hui des données qui sont dans la nature, pour une part gratuites, c'est vrai. Et chacun pourrait revendiquer la propriété, peut-être même au sens traditionnel du terme. Je n'exclus pas du tout la réflexion, mais on voit bien qu'on peut avoir un marché de dupes en réalité. Même si aujourd'hui le modèle économique n'est pas tout à fait trouvé. On est dans un modèle où la gratuité de l'information qui est une fausse gratuité d'ailleurs. Gratuité, parce qu'en effet, elle a pour contrepartie les données qu'on capte à l'insu de votre plein gré, comme je le dis en souriant, etc. Mais si on est sur un modèle purement économique classique, en tout cas, au sens classique du terme, c'est-à-dire droit de propriété, achat, vente, contrat synalagmatique, là au sens juridique du terme, je m'engage en fonction de ce que je reçois, etc. On risque d'avoir assez rapidement, non pas un gain de pouvoir d'achat, parce que ce que les grandes boîtes, GAFAMI ou autres auront perdu d'une certaine façon, elles le récupéreront bien d'autres. Et dans un modèle capitalistique, l'intérêt, c'est de faire du profit, ce qui n'est pas en soi un problème. Moi, ça ne me gêne pas, j'ai pas d'œillère, mais on risque d'avoir en effet des données qui seront achetées, et pourquoi pas à un prix défiant toute concurrence, en contrepartie desquelles on vous vendra un service qui, lui, sera évidemment beaucoup plus cher. Donc, je crois que c'est un marché de dupes. Maintenant, aujourd'hui, elles sont achetées à un prix défiant toute concurrence puisqu'elles sont achetées à zéro. Elles sont gratuites. À zéro. Bah oui. Mais il y a un débat au-delà du prix sur la notion même de propriété. Oui. Voilà, moi je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont indisponibles. Bon, mais c'est un débat. C'est une réponse, Gaspard Koenig. C'est l'indisponibilité du corps humain. Alors non, mais je voulais faire cette partie sur les données de santé. En France, on elles ne nous appartiennent pas, nos données de santé. Les données de santé qui me font effectivement prendre ce biais-là, c'est l'article 16 du Code civil sur la dignité, etc. Il y a gratuité du don du sang, d'organes en France, etc. Et nos données nous appartiennent pas. Est-ce qu'on doit s'enfermer ou se projeter dans cette filiation juridique française et européenne? C'est un peu le sens du débat. Regardez quelques images, Gaspard Koenig, juste pour comme ça nous aérer la tête, puisqu'on a fait un chapitrage sur ces données de santé, puisque plusieurs questions vous sont posées. Et vous soulevez le débat. Regardez cet échange avec la rapporteure du texte et le député Villani, ce mathématicien, député de La République En Marche, justement sur cette question des données de santé et de leur protection, parce qu'il y a un grand débat. Là aussi, il y a des enjeux importants, évidemment, sur ces questions de santé. Regardez. Il s'agit juste de préciser que les garanties de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constituent bien une finalité d'intérêt public. C'était aussi une préoccupation qui nous avait été soulevée par des acteurs du monde de la santé, des start-up notamment,
qui craignait que les acteurs du secteur privé ne soient pas pris en compte ou que les activités du secteur privé ne soient pas prises en compte dans cette notion de finalité d'intérêt public. Le représentant de la CNIL n'a pas fait mystère de ce que, dans son esprit, la question de la haute qualité des normes était incluse implicitement dans la notion d'intérêt public. Dans ce cas, pourquoi ne pas la rendre explicite et ainsi rassurer les acteurs privés sur le fait que ce texte ne les contraindra pas davantage que le droit européen? Alors, traduction, explication, il y a 3 choses. Peut-être une réponse d'abord, et puis ça, c'est des données de santé. Il y a 3 lignes d'arguments, là, si je me permets, donc je vais les prendre une à une. Le premier argument qu'on m'a un peu opposé, gentiment, que vous avez mentionné aussi, c'est nous sommes des nains par rapport à ces géants, donc le prix ne sera pas un prix juste. Évidemment, dans un système... Alors, d'abord, depuis qu'on a lancé ce rapport, on est contacté quasiment tous les jours par des entrepreneurs qui disent « Ah bah tiens, c'est marrant, moi je suis en train de lancer une start-up dans le domaine de la monétisation de la donnée personnelle, aux États-Unis comme en France. » C'est-à-dire que... C'est comme un marché, en fait. Je veux dire, c'est que c'est en train de se faire. Ah oui. Non, c'est un vrai sujet. Comme souvent, la tech, là-dessus, il y a pas de doute. comme souvent, la tech va pousser le droit. C'est elle, ouais, c'est ça. Si vous formalisez un droit de propriété, il va y avoir des acteurs très innovants qui vont se mettre en place, et là de manière beaucoup plus massive. Bien sûr. Que ce qu'ils En peuvent créant faire un marché, aujourd'hui. en quelque sorte. Comme un marché, mais aussi en prenant des positions d'intermédiaires. C'est-à-dire vous allez avoir comme des sociétés collectives Bien de sûr. gestion de droits d'auteur ou des syndicats, suivant le vocabulaire que vous préférez. Ils vont dire les gestionnaires. moi, je gère 200 millions de données, ou des assureurs qui vont prendre ce rôle. Je gère 200 millions de données, je suis en mesure, 200 millions de producteurs de données, je suis en mesure de parler à Facebook pour établir le bon prix. Pour avoir la et masse. Ensuite, de répercuter ça Bien sûr. sur les smart contracts que j'aurais mis au point avec mes sociétaires, par exemple. Donc, on va aller, pardon, juste à ce stade-là, on ne pensait pas que le stade d'après, c'est blockchainiser toutes les données personnelles. Et là, pour le coup, vous disruptez. Il faut nous traduire le blockchain, non, parce que c'est important. Donc évidemment, la fin du rapport évoque comme technologie possible la blockchain pour que ces transactions se passent de manière décentralisée et à la fois vérifiable. Deuxièmement, sur l'argument de la non-patrimonialité du corps et de ce qui émane du corps, c'est-à-dire la data. Le droit dit quoi aujourd'hui? On n'est pas propriétaire de nos données médicales, on est bien d'accord. On n'est pas propriétaire de son corps. De son corps, Pas absolument. propriétaire de son corps, car le corps est considéré comme la personne juridique sujet de droit indisponible et non objet de commerce. Bon. On pourrait revenir philosophiquement sur ce point qui, à mon sens, est une vieille lune judéo-chrétienne et le Conseil d'État prend le relais de Saint Paul aujourd'hui pour dire que mon corps appartient à Dieu, Dieu appartient au corps, mais je ferme la parenthèse. Premièrement, on peut C'est comme ça que certains pays acceptent la vente d'organes. Hein. Attendez. Absolument. Je pense qu'il ne faut pas mélanger ce sujet, même si c'est un sujet intéressant et sérieux. Ah non, mais oui, on touche à la philosophie, là. Je pense qu'il ne faut pas mélanger. Premièrement, on argumente dans ce rapport que précisément la donnée peut être considérée comme un bien meuble extérieur à la personnalité et donc qui n'a plus rien à voir avec ces histoires de mon corps ne m'appartient pas, etc. C'est simplement un bien dont on peut disposer. Deuxièmement, il y a un certain déni quand on évoque cela, puisque ces données sont déjà objets de commerce, puisqu'elles sont déjà commercialisées une fois qu'elles sont agrégées et quand elles sont agrégées soumises aux droits d'auteur dans la database par les GAFA, mais aussi les plateformes, parce qu'on parle des GAFA, mais c'est toutes les plateformes, hein, il y en a des millions, il n'y a pas que les GAFA. Donc ça se passe déjà, et ce qu'on demande simplement, c'est que la valeur revienne au producteur premier. Ou alors sinon, si vous prenez au sérieux le fait que la donnée n'est pas objet de commerce, vous fermez Google, Facebook, etc. De fait. Et voilà une idée. Troisième, oui. Et moi, j'ai rien contre ces acteurs hein, qui procurent des services très importants et qui d'ailleurs ont fait quand même des innovations merveilleuses et qui ont contribué au développement de notre humanité. La troisième ligne d'argument. On était sur la santé. Juste Trice et Catherine sur la question. Oui, non, sur les données d'intérêt public. Ah, voilà. Ça, c'est Cédric Villani. Précisément. Et le Conseil d'État a rejeté la patrimonialité en 2014 dans son rapport sur le numérique, a rejeté cette option, en disant, mais regardez, si on fait ça, du coup, c'est embêtant parce que l'État pourra contrôler plus difficilement, il devra se justifier sur la collecte des données qui concernent la police, le fisc, les services de renseignement, etc. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui, la facilité avec laquelle l'État prélève nos données. Je vous rappelle que l'article 2 de la loi renseignement permet à des algorithmes classés secret défense de farfouiller dans toutes les métadonnées de toute la population. Et ce que je dis, c'est qu'avec un droit de propriété viendra la possibilité pour l'État d'exproprier ou de mettre à disposition. C'est normal de construire des lignes de train en expropriant les gens. Ça va être normal s'il y a une épidémie de rassembler les données de santé de la population et de dire, bon, bah là, je prends. Mais simplement, le juge judiciaire pourra contrôler, le juriste ne me détrompera, j'espère pas, gardien des libertés individuelles, que cette expropriation est bien proportionnelle à un motif d'intérêt général. Et donc, par rapport à la collecte d'État, je retourne la charge de la preuve. Je dis, avec ce droit de propriété, c'est à l'État de justifier que la mise en... Parce que sinon, si vous voulez, je suis un peu inquiet de ces histoires de Smart City, etc. Oui. Vous pouvez considérer
in fine, il n'y a pas que les données santé. Les données d'énergie, c'est important pour l'environnement. Les données de santé, c'est aussi important pour les nouveaux compteurs d'ailleurs qui avaient été critiqués. La santé, le bien public, etc. Donc, si vous voulez, cette logique-là, vous pouvez la pousser en disant finalement, à un moment donné, je nationalise toutes les données pour le bien de la population. Je fais des smart cities, vous êtes obligé de vous connecter parce que ce sera plus efficace. Avec un contrôle terrible. Ça sera plus efficace pour tout le monde. Avec un contrôle et un pouvoir de surveillance terrible. Bien sûr. Et donc, je pense que le droit de propriété est un outil important pour pouvoir échapper à ce monde-là. Éric Bothorel et Tricia Catrinet. Juste à la question. Non mais là on est dans un débat qui est à la fois technique et très philosophique. C'est très intéressant. C'est le monde de demain là qu'on invente. Vous l'option de Julien Drey. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces questions des données, on voit renaître les grandes écoles de philosophie politique qui finalement sont toujours aussi actives. À travers ce sujet. Les socialistes disent, comme d'habitude, on va taxer, on va redistribuer de manière égale. Les libéraux disent, on donne un droit de propriété, on rémunère. Les chrétiens démocrates disent, on donne des droits et des obligations, mais on ne touche pas au commerce parce que c'est indisponible, etc. Les souverainistes disent on fait la souveraineté numérique, c'est l'État qui prend les données puis qui les redistribue. Et les capitalistes de connivence disent en fait on fait un consentement universel, comme ça sera facile, on pourra continuer. Vous êtes rangé où là dans les catégories, les 5 catégories de Gaspard Catégorie, c'est chez les libéraux, c'est les libéraux. Non mais pas Gaspard, Éric Bothorel, vous rangez où vous? J'avais bien compris que Gaspard était libéral, mais vous vous situez où parmi ces 5 catégories? En même temps. Un peu d'humour. C'est la réponse simple. Non, mais je veux dire, les socialistes voulaient taxer les robots. Enfin, chaque année, il y a une idée de taxe sur la taxe des robots. Mais ça revient un peu à la question que je vous ai posée tout à l'heure et pour laquelle on fera peut-être la réponse après. Mais la granularité de la donnée. Comment on ira... Quand on dit granularité, c'est quand on affine sur des sujets très fins. Aujourd'hui, la valeur ajoutée que peuvent avoir, en tout cas les exploits que font les grands GAFA, c'est d'arriver à agréger un certain nombre de données qui viennent de n'importe où et de refaire en sorte de reconstituer quelque chose qui va caractériser des préférences et orienter et cibler. Imaginons demain on se met devant son smartphone, devant son PC, sa tablette et on dit ok, maintenant à partir d'aujourd'hui je vais faire le choix de ce que je veux donner, de ce que je veux vendre ou pas. Jusqu'où va-t-on? Enfin, je veux dire, par quoi commence-t-on entre les données de géolocalisation, les données qui sont dites de santé, mes habitudes, mon nombre de pas que je fais par jour, etc. Est-ce que, franchement, on a des capacités, sur le smartphone, des outils, puisqu'on a un profil qui est quasiment sans limite, compte tenu du nombre de données qu'on génère par jour. Comment, de manière simple, on va pouvoir dire et revenir sur sa décision le moment venu et de dire, à la limite, moi, aujourd'hui, je veux bien vendre ça, mais pas demain. Je voudrais juste entendre Tricia Catrinet. Vous en pensez quoi dans ce débat qui est lancé sur la notion de propriété? Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, excusez-moi, sur le plan philosophique? Parce qu'on a compris que les sites et les entreprises dont vous parliez, c'était sur la base du bénévolat, c'était le modèle Wikipédia. Arcadie est sur ce modèle. Est-ce que vous adhérez, vous, à cette proposition? Droit de propriété permet créer d'un droit de propriété sur des sujets qui est le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est le monde dans lequel on sera demain. Pour moi, la donnée ne doit pas rentrer dans le cadre du droit de propriété intellectuelle tel qu'on l'entend en droit français, parce que c'est pas une création, c'est quelque chose qu'on laisse à notre insu. On va prendre un exemple très con. Il y a sur un site, on va prendre un site de rencontre, bête et méchant. Oui. En général, on remplit un profil où on donne plus ou moins la taille, plus ou moins le poids. Parfois, on met les yeux. La couleur de mes yeux, ça c'est un truc que j'ai pas choisi. Ils sont bleus. Il paraît que c'est joli. Bon, tant mieux. Ça, je vous confirme. Ouais. Merci. Mais c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Ça, c'est une donnée qui est complètement arbitraire, mais c'est lié à ma personnalité en tant qu'être humain. Attendez, soyons concrets. Quand je donne ma profession, quand je donne mon âge, quand parfois on me demande même mon niveau de salaire, et quand on me donne des précisions sur mes hobbies ou des choses assez précises, je veux dire, c'est quand même des éléments de ma vie personnelle qui vont partir sur un réseau sur lequel on va me permettre de me cibler pour me vendre 1 heure plus tard la bonne paire de chaussures ou la raquette de tennis qui va bien. Je veux dire, on est quand même fiché. J'entends bien qu'une partie de vous-même, c'est vos yeux, c'est pas vous qui avez choisi. Mais c'est arbitraire. Mais ça, non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est tous partis sur une hypothèse que je trouve adorable, c'est qu'on est parti du principe que les gens disaient la vérité. Parce que moi, dans l'hypothèse que vous donnez, vous savez à quoi je pense depuis qu'on a discuté de l'amendement. Mais sur les forums de Black SEO, on les achète ces profils-là, mais on peut les monter de A à Z, on peut faire des trucs, mais de fou, moi j'adore. Combien ça se monnaie? 3 centimes. Le profil total. Alors ça peut coûter, on peut mettre un petit peu plus dans la balance s'il y a un numéro de sécurité sociale. Donc vous pouvez faire un truc totalement faux, fake, inventé, créé, pour déstabiliser. C'est quoi l'objectif? Mais moi je suis capable de vous prendre une dizaine de profils en 10 minutes qui sont complètement bidons et qui auront l'air complètement réels.
D'accord. C'est un peu un autre sujet là. Okay. Non, mais justement, c'est parce qu'on part du principe que les données sont données de bonne foi et qu'elles sont véridiques, parce que c'est ça aussi qui fait la valeur du machin. C'est terrible ce que vous dites. C'est que c'est la vérité du truc, mais si jamais c'est bidon, ça vaut plus rien. Non, mais là, il y a un certain nombre de données qui sont absolument pas bidons. Mais non, les données santé, par exemple. On peut faire des profils bidons. Ça, on est bien d'accord. Mais les données, c'est pas le même sujet. Non. Là, on parle pas de la même chose. C'est un autre sujet qui est important, mais c'est un autre sujet. On parlait des données médicales, par exemple. Mais ça, c'est un autre truc. Le sujet, ce sont les données qui sont récupérables n'importe comment. Vous faites avec du e-commerce, vous commandez telle chose, on va enregistrer que vous êtes allé tant de fois sur un site de Godasse, que ceci, que cela, et on va vous diriger vers des chaussures. Ça, c'est du marketing. Mais oui, mais c'est des techniques de marketing qui sont démultipliées, etc. Donc il y a plusieurs degrés, et là je rejoins ce que disait Eric sur la taille du tamis. Il y a des données qui, prises isolément, ne valent rien. Oui. Elles valent c'est parce qu'elles l'agrégation sont agrégées. Alors regardez. Et d'autres qui valent dès le départ intrinsèquement parce qu'effectivement elles déterminent votre profil de consommateur, de lecteur, etc., etc. Voire un profil politique, c'est tout à fait autre chose. Regardez, si vous me permettez de faire quelques images parce que on a l'alternative à Google qui capte nos données multiples et variées, qui les agrège pour ensuite proposer le meilleur profil pour nous faire acheter le produit qui va bien. Il y a d'autres sites, on les a évoqués tout à l'heure, d'autres plateformes qui nous permettent. Alors elles ne sont pas encore sur notre smartphone. Elles le sont, mais pas quand je l'ouvre, en tout cas pas le mien, si je peux me permettre. J'ai évidemment immédiatement Google qui va s'ouvrir. Regardez, c'est une alternative, c'est à Paris, ça se développe et ça permet peut-être de ne pas aller sur l'un de ces GAFA dont on a beaucoup parlé ce soir. Regardez ce reportage de François Chevret. Si vous avez fait une recherche pour un smartphone et que vous retrouvez des publicités à ce sujet pendant plusieurs jours, c'est que vous avez été tracé. Dans ce cas, votre moteur de recherche a revendu cette information à des entreprises publicitaires. Ainsi, il connaît tout de votre vie, vos besoins, vos goûts vestimentaires si vous avez un enfant ou êtes fan de surf. Cette pratique peu regardante est une poule aux œufs d'or pour les géants du net comme Google ou Facebook. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Pourquoi accepter d'un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Chez Quant, on fait l'exact opposé. Cette entreprise parisienne a créé un moteur de recherche qui s'engage à ne pas vendre vos données personnelles. Il ne les enregistre même pas. On a ici une petite annonce qui me renvoie vers un revendeur de ce jeu vidéo. Si jamais je clique sur ce lien, je vais sur le site du revendeur, j'achète le jeu en question, une partie des revenus reviendront à Quant. La différence est que ici, j'ai tapé Destiny 2, on me renvoie vers cet annonceur. Comme je ne suis pas tracé, si je vais par la suite sur un réseau social type Facebook ou autre, je ne verrai pas la publicité de ce jeu, par exemple, puisqu'on ne retiendra pas que j'ai recherché ce jeu sur le moteur. Quant, c'est un moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Le fait de respecter votre vie privée, le fait de garantir que vos recherches sont complètement anonymes, ça veut aussi simplement dire qu'on va être capable de vous donner tous les résultats du web, tous les résultats de l'activité et du social, sans savoir si vous votez à droite ou à gauche, si vous êtes gay ou hétéro, si vous êtes malade ou en bonne santé. Donc, quand je fais un moteur de recherche qui respecte la vie privée en Europe, je fais 3 choses. Je respecte les droits de l'homme, je respecte les CNIL européennes et je respecte le nouveau règlement sur la protection des données personnelles qui arrive dans 3 mois. Éric Léandri veut faire de Quant un Google éthique à l'européenne. Et cette vision du net séduit. Chaque mois, le nombre de recherches augmente de 20%. Voilà, vous y croyez? Excusez-moi, parce qu'on a très envie que cette start-up se développe, qu'elle grossisse, qu'elle ait des centaines de salariés à Paris, dans des bureaux gigantesques, comme on le voit quand il y a des reportages sur Google, mais ça, c'est tout petit. Les Français connaissent pas la marque. Non, c'est petit, c'est pas petit. Ça fait déjà un petit moment que ça existe. Voilà, vous voyez que je suis très vieille France. Je crois même d'ailleurs qu'ils sont ouverts en Chine récemment. Ils ont ouvert en Chine. 4%, ça se diversifie puisqu'ils ont lancé compte musique, ils ont des comptes adolescents. Enfin, je vais pas faire la promo l'un d'un truc plus que l'autre. Ceci dit, je suis aussi utilisateur de compte. Donc voilà. Ça vous plaît? Vous vous dites, avec ça, je sais que là, on ne capte pas mes données et je suis tranquille. Je peux aller naviguer en toute tranquillité sans qu'une heure après, j'ai la marque de chaussures
laquelle je rêve. Vous pouvez faire le test, utilisez 15 jours ce moteur-là, vous verrez que vous serez moins ciblé par un certain nombre de publicités. Ça et paraît aussi être que une vos évidence. propres recherches, en fait, ne seront pas biaisées. Parce qu'aujourd'hui, quand vous tapez quelque chose sur Google, qui prend en compte vos recherches passées, on s'éloigne un peu d'ailleurs de notre sujet, ce qui arrive, c'est ce que vous voulez lire. Et donc, du coup, on explique comme ça la recrudescence des théories du complot, voire la bipolarisation de la vie politique, parce que les gens restent dans les cercles et reçoivent les idées qu'ils ont envie de recevoir. Mais excusez-moi, c'est juste un mathématicien qui a fait une grande école de maths et qui a glissé un algorithme où il y a une vraie stratégie derrière de faire bouger les masses. C'est le confort de l'utilisateur. C'est ça, son confort. On vous donne ce qui vous plaît. Mais ceci dit, c'est un peu effrayant ce que vous dites. Des biais de confirmation et de créer des îlots de confiance, pour revenir sur les travaux de Gérald Bronner, là, qui travaille pas mal sur la notion de rumeur, etc. Elle date pas d'Internet, en vérité. Non, la rumeur a existé de longue date. Le fait de se mettre... Internet augmente la vitesse considérablement. Une forme de massification, mais sinon, effectivement, le principe de base reste le même. Mais le principe de base reste le même, et le fait de travailler... Enfin, moi, je suis né à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'Internet, et je crois que quand les gens achetaient des journaux, il me semble qu'il y avait des journaux, on était dans une forme de bipartisme, et des journaux de droite, des journaux de gauche. Journaux d'opinion, comme on les appelait. Vous trouviez peu de gens, quand vous preniez le train dans les années 80-90, qui lisaient à la fois le Figaro et Libération. C'est encore un peu la même chose aujourd'hui, et finalement, on est renforcé dans ses propres croyances, parce qu'on a réuni autour de soi une communauté qui pense à peu près la même chose, parce qu'a priori, ça semble être assez humain de se mettre en situation d'être renforcé dans ses connaissances. Bon, le sujet d'Internet vient que renforcer, amplifier et viraliser tout ça. Philippe Gosselin, sur ces fameux GAFAM, parce que vous savez, je me suis mis au cours de l'émission, j'ai commencé à... Les GAFAMI, vous voyez, parce qu'au fur et à mesure de l'émission, on rajoute des lettres, ça va finir par un mot immense, c'est GAFAMI, comme vous les appelez. Je lisais que LinkedIn, on connaît ce réseau professionnel, a été racheté par Microsoft, et ce que Julien Drey et d'autres disent, mais regardez ce qu'ils ont acheté, uniquement leurs données pour récupérer des fiches qui sont extrêmement détaillées. Concrètement, est-ce qu'avec cette loi, les Français, vous leur dites, rassurez-vous, on sera sur le même plan dans tous les pays européens et vous ne serez plus fichés, il y a le moins de risques, ou est-ce que globalement, on a quand même... Non, mais est-ce que ce soir, vous nous le dites, ça, ou pas? Non, parce que... Non, parce que alors... Vous rasez pas gratis. L'objet du règlement européen, de la transposition qu'on est en train de voter actuellement, c'est pas d'éviter le phishing, d'éviter les cookies, etc. La collecte, c'est pas du tout ça. C'est d'essayer de se protéger de la capture de données, c'est d'avoir un cadre qui soit concerté en Europe et de ne pas faire des lignes Maginot. Et de donner aussi, moi j'y crois, on dit que l'Europe sert à rien, mais je suis désolé, elle essaie d'avoir un modèle un petit peu plus humaniste, un petit peu plus respectueux des libertés individuelles et donc des données personnelles, un système assez homogène qui effectivement est en pleine concurrence avec le système américain et peut-être le système un petit peu plus chinois et russe bien sûr, qui est un peu plus libéral tel que le défendrait plutôt Gaspard Koenig, sans vouloir tomber dans la caricature. Parce que si je me permets sur la question de la propriété et de la patrimonialité, et il y a exactement le même débat aux États-Unis. Oui, ça, c'est vrai. Qui sont exactement au même point que nous. Et d'ailleurs, nos travaux s'inspirent des travaux de Jaron Lanier, qui a publié un nouveau rapport il y a 3 semaines, qui a fait énormément de bruit outre-Atlantique. Il y a eu des grands papiers dans The Economist, dans le Financial Times, sur la patrimonialité des données. Alors lui, il la voit comme une forme de travail qui doit être rémunéré plutôt que comme un capital. Mais c'est exactement le même sujet en disant les utilisateurs doivent récupérer une partie du gain. Et c'est une notion non seulement économique, mais aussi culturelle, parce que ça vous permet de vous émanciper de ce qu'il appelle les serveurs sirènes. En tout cas, c'est un débat qui monte dans le monde entier. Et le fait d'être libéral, comme vous dites, ou comme je dis d'ailleurs, donner le droit de propriété, c'est l'Europe qui a inventé ces concepts-là. C'est l'Europe qui les a mis en œuvre. C'est l'Europe qui a inventé ces mots-là au 19e siècle. Et c'est encore une fois quelque chose on peut pas faire plus humaniste, puisque c'est quelque chose qui redonne du contrôle à l'individu. Et vous parlez du dataïsme. Il n'y a plus qu'un grand réseau, où une noosphère, où tout est mis en réseau. On n'a plus de destin. Et où finalement l'individu dessus n'est plus qu'une sorte d'émanation éphémère sur le rhizome. Bien sûr. Et précisément, la propriété permet de redonner à l'individu une forme de densité. Permettez-vous, le dataïsme, parce que on a le sentiment aujourd'hui qu'on est dépossédé. On a un internaute qui va s'exprimer dans un instant, qu'on est finalement doucement mais tranquillement dépossédé. Alors on nous a dit tout à l'heure, la technologie elle est là, elle existe, ça avance très vite, n'en ayez pas peur, soyez pédagogue, soyez vigilants, changez de site, mais quand même, on a l'impression comme ça qu'on est totalement enroulé dans cette technologie, qu'on ne s'en dépêtre pas. Alors moi je vais admettre d'entrée de jeu que j'ai un biais. Et ce biais, c'est parce que j'ai bossé à l'Hadopi, que je connais un petit peu ce système-là. Donc quand on me dit il faut rendre des droits
les droits moraux, les droits patrimoniaux aux données, moi, le premier truc qui m'est venu en tête quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas on va redonner du pouvoir d'achat aux citoyens parce que les données en tant que telles, elles vont pas forcément être monétisées à beaucoup. Je me suis dit, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des intermédiaires. On va avoir ce qu'on appelle ce qu'on désigne par l'acronyme des spreads, donc des sociétés de perception de droits. Alors, les gens connaissent pas forcément très bien, mais en gros, c'est la SACEM, c'est l'ALPA, c'est la SACD. C'est des gens qui sont là pour collecter les droits des auteurs, des artistes et d'autres pour ensuite les reverser. Oui. Mais le souci qui se pose, et là pour le coup je suis bien placée pour en parler parce que je suis moi-même auteur, que j'attends toujours mes droits d'auteur, c'est que en fait c'est l'intermédiaire qui va capter le plus grand. La plus grosse perception. Et moi, la trouille que j'ai avec ce genre de système, c'est que ce soit pas fluide, c'est qu'on réussisse à faire une usine à gaz, parce que nous, les Français, on est quand même très doués pour ça. Hein, on a un talent unique, c'est qu'on est quand même capable de pondre des aberrations administratives. Donc des usines à gaz, puisque voilà, pour résumer. Adopi, je suis désolée, c'est quand même une sacrée démonstration. On en a d'autres, mais c'est pas forcément quelque chose de très concret. Là, c'est vrai qu'on a une discussion qui est plus philosophique que technique. Mais moi, je vois la proposition. C'est pour rendre intelligible le sujet, parce que quand on plonge dedans, on se brûle. Sauf que là, on est en train de parler de philosophie. Sauf que on a dépassé ce stade. Pourquoi ? Parce que l'amendement est arrivé hier à la fin de l'examen du texte relatif à la protection des données personnelles. Donc le fameux amendement 20 qui a été déposé par M. Bonnel. Donc on l'a dépassé. C'est-à-dire celui qui est porté aussi ce soir par Gaspard Koenig. Voilà. C'est-à-dire que là, on l'a dépassé ce stade de la philosophie. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va le mettre dans le texte. Donc ça veut dire qu'on est prêt quasiment à réfléchir à une mise en application. Ça veut dire quoi derrière ? Comment est-ce qu'on fait ? Parce que moi, me dire on va redonner du pouvoir d'achat, j'y crois pas du tout. Je suis désolée, parce que Google ne va pas nous donner des sommes colossales pour nos photos de vacances. Ça l'intéresse pas. Attendez, d'abord, si ça se fait, ça se fera au niveau européen. On est bien conscient que c'est pas la France seule qui va imposer la patrimonialité. On en revient toujours à la question de pouvoir privé et en termes d'intimité au niveau des pays européens. En Suède, ils n'ont pas du tout la même conception. Je pense que c'est dans la continuité totale du règlement qui vient d'être adopté. Donc ça n'est pas quelque chose qui est contradictoire avec la logique actuelle. C'est quelque chose qui la poursuit et qui l'amplifie. Ensuite, sur la question du prix et sur la question des intermédiaires qui captureraient toute la valeur. Celui qui a donné sur le prix, je vais être clair, on ne sait pas. Et c'est pour ça dessus, là, en ce moment. On travaille dessus, c'est pour essayer. Alors ça va prendre peut-être 6 mois, 1 an, avec des économistes sérieux qui vont essayer de récupérer d'ailleurs de la donnée pour évaluer. On en revient toujours à ça. Ah oui, on en revient toujours à ça. Bon, pour essayer d'évaluer, mais donc là aujourd'hui, ça sert à rien de dire c'est cher, c'est pas cher, etc. On ne sait pas. Là, pour l'instant, vous n'avez pas de. Donc on essaye de travailler sur. Voilà. Ensuite, sur les intermédiaires vont tout capter. Bon, là, c'est un peu déjà, il n'existe pas, et sur ce qui n'existe pas, on commence déjà à faire un procès d'intention. Il faut voir ce qui va se passer. Le fait qu'il y ait un régulateur dans ce marché sera tout à fait logique. C'est d'ailleurs uniquement quand il y a un marché qu'on peut avoir un régulateur qui dit bon, alors attention, il n'y a pas assez de concurrence parce qu'il va y avoir plusieurs intermédiaires, il ne va pas y en avoir qu'un seul. Et les gens ne vont pas être d'ailleurs obligés d'y aller puisque ceux qui veulent continuer à tout donner sans rien récupérer, personne les oblige. Pourront continuer joyeusement. Posez votre question parce qu'on a un problème de collection. Vous voyez, on est dans une émission où on parle des GAFAMI. Et puis BATX, voilà tous ces termes, le RGDP. Mehdi, vous êtes très beau en photo. Posez votre question. Écoutez, moi j'ai relevé quelques points négatifs sur justement ce projet de loi. Et il y avait justement des problèmes principaux que j'ai relevés, c'était plutôt par rapport à la sécurité juridique des entreprises. Parce que je trouve qu'en fait, on accorde beaucoup plus de droits, justement, même si en soi ça n'est pas mauvais, aux individus par rapport à leurs données personnelles, mais par rapport justement à leurs droits devant la CNIL, les entreprises, je pense qu'elles sont un peu défavorisées par rapport justement aux individus. On a plus de droits, on donne plus de droits justement aux individus qu'aux entreprises pour pouvoir se défendre. Donc comment vous allez réussir à justement changer ça par rapport aux entreprises et pouvoir les mettre sur un pied d'égalité avec justement les individus? Éric Bothorel, on a beaucoup parlé de l'individu, de se réapproprier son destin, mais là on parle des entreprises. Elles devront être en règle à partir du 4 mai 2018, c'est-à-dire dans quelques mois. Avec des notions de contrôle a posteriori plutôt qu'a priori, avec un certain nombre d'éléments qui sont quand même de nature à changer un peu les choses, qui faisait qu'il y avait une vraie pression, en tout cas des suspicions. Il n'a pas tort de rappeler qu'il y a aussi des sanctions, parce que est-ce que le monde de demain sera encore le Far West qu'on connaît, parce qu'on a tous parlé du Far West. Ce sera quoi? J'ai dit 4% du chiffre d'affaires mondial. Qui peut aller faire consolider et 20 millions d'euros. C'est un plafond. Un plafond, d'accord. Évidemment, sauf qu'aujourd'hui, on avait un maximum de 150 000 euros. Quand on paiera 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est quand on aura fait quelle bêtise?
Quand on n'aura pas respecté les prescriptions qui sont qui sont liées au fait que vous puissiez traiter des données personnelles sans type de précaution qui permettent de garantir que ce traitement n'altère pas et n'a pas vocation à faire véhiculer des informations qui n'ont pas à circuler. Voilà. Mais excusez-moi d'être un peu concret, mais qui en apportera la preuve? C'est-à-dire que moi, le citoyen, l'individu, à quel moment je rentre dans cette chaîne juridique? En fait, non. Un procès, à l'occasion d'un procès. Non, mais sinon, je tiens à rassurer l'internaute qui nous a posé la question, qui a eu l'impression que le texte était peut-être déséquilibré en favorable aux individus, moins à l'entreprise. Voilà, mais en fait, non, c'est pas tout à fait le cas parce que, justement, on s'est posé la question parce que j'ai des amis qui sont DPO, donc qui sont en charge de la question de la sécurité et des données personnelles au sein des entreprises. Donc, forcément, on a échangé sur le texte et pour préparer l'émission aujourd'hui, d'ailleurs. Et on est tombés tous plus ou moins sur la même conclusion, à savoir, mais en fait, toutes les précaux qui sont dans ce texte-là, en fait, c'est des choses qu'on appliquait déjà. Qui existent déjà. De base, d'accord. Avec l'ISO 27000. D'accord. Avec les normes. Ça sert à rien. Non, c'est pas que ça, ah bon, d'accord. Pas que ça sert à rien. Je sais ce comprendre, moi. Non. Vous dites que ça existe déjà, mais le législateur le remet dedans, d'accord. Non, c'est-à-dire que là, C'est une norme volontaire, c'est ça? Oui, c'est la norme ISO, c'est-à-dire c'était pour avoir des certifications, pour on va dire des gages de qualité. Sauf que là, c'est bien parce qu'en fait, ça va mettre tout le monde au même niveau. Donc, effectivement, ceux qui bossent sur la sécurité, ceux qui travaillent sur les données personnelles, les DPO ou les responsables d'entreprise quand ils sont à leur compte, on va avoir un certain nombre d'obligations à remplir. C'est tout. Mais si on a bien fait le travail, j'ai presque envie de dire dès le départ, ou on était de bonne volonté, en fait, ça va pas être si compliqué que ça. Donc, elles sont pas désavantagées. Par contre, il y a un point sur lequel on avait attiré l'attention, et c'est bien parce que du coup, Mehdi me permet de faire rebondir dessus. Et j'espère ne pas faire injure au député Gosselin en disant ça, mais... Allez-y, avec intérêt. Le débat se termine. La question des sanctions, justement, parce qu'on arrive là-dessus. Ouais. On a beaucoup parlé du rôle de la CNIL, on a parlé pédagogie, on a donné finalement de nouveaux pouvoirs et de nouvelles obligations à la CNIL. Il y a quand même une question qu'on n'a pas résolue hier soir, et forcément, c'était pas la place. Quels nouveaux moyens pour la CNIL? Parce que à ce stade, la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer, comme le disait Laure de la Rodière du groupe UDI Agir hier soir, comment s'assurer que la CNIL, pour faire du chiffre, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, ne va pas taper sur les PME et peut-être laisser passer, on va dire, les gros acteurs du marché. C'est dingue. Cette question me brulait les lèvres. La petite PME qui prendrait à la place de Google. Disons que ce sera plus facile. La CNIL s'est déjà préoccupée de plaintes déposées contre Google. Et Google. L'UFC que choisir, si j'ai bien lu. Pour être très clair, Google a déjà été sanctionné à quelques reprises. Et gratigné éventuellement. Non, plus qu'égratigné. C'était réellement des vraies sanctions. Alors avec le plafond de 150 000, c'était ridicule, mais on sait très bien que condamner Google à 150 000 euros, c'est pas tant cette difficulté, c'était symbolique. Maintenant, demain, ça sera peut-être 20 millions, j'en sais rien, on verra, ça dépendra des sanctions, etc. Mais c'est surtout la publicité qui est faite autour de la sanction qui instaure éventuellement un point d'interrogation, une défiance, etc. Mais demain, comme aujourd'hui, la CNIL n'a aucune raison de ne pas s'intéresser à Google ou à d'autres. Comme à l'entreprise moins connue qui effectivement ne respecte pas la règle du jeu. Pour conclure, parce que le débat est terminé. Je resterai bien 1 heure avec vous encore, mais il reste 10 secondes. Non, mais l'humilité du député Gosselin l'empêche de parler de l'amendement que nous avons adopté hier sur l'enrichissement des profils qui viennent d'ailleurs renforcer la CNIL. Je pense que vous faisiez appel aux philosophes et autres. Donc voilà, s'agissant des moyens, on ne va pas rentrer. Merci. Vous me laissez peu de temps, je ne vais pas pouvoir. Oui, j'en suis désolé, mais vous avez quand même 1 heure. Mais la question des moyens se pose. Mais on reviendra au projet de loi de finances. Merci Tricia Catrinet, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes à la tête de Arcadis, un site internet. Merci à Philippe Gosselin, député des Républicains de la Manche et membre de la CNIL, parce que c'est un sujet important. Merci à Gaspard Koenig. Avec ce rapport, allez sur générationlibre.eu. Vous y tenez pour voir ce rapport sur la monétisation et la réflexion que vous avez menée. C'est très approfondi. Merci Éric Botorel, député de la République en marche, d'un très beau département que j'oublie, mais que vous allez... les Côtes d'Armor, mais oui, c'est un Lannion, Paimpol. Mais oui, Lannion, je connais très très bien. Merci à Mehdi qui était au téléphone avec nous en direct, et puis on se retrouve bien lundi pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end et restez fidèles à nos programmes. Santé au quotidien. La phobie, c'est une peur. Les plus fréquentes, ce sont les phobies d'animaux. Recherche. Quand on est sous hypnose,
On a la perception de ce qui se passe autour de soi. C'est ça la définition de l'hypnose. Prévention. Qu'est-ce qui cause la prématurité d'un bébé? Ça peut être souvent des problèmes d'hypertension. Présenté par Elisabeth Martichoux, État de santé, en partenariat avec la MGEN, ce soir à 21h15. Au Quai d'Orsay, derrière ces murs, depuis un siècle et demi, on veille aux relations internationales de la France, à ses amitiés, à ses rivalités. C'est l'un des lieux les plus importants de la République, les plus secrets aussi. Grand écran, c'est un film, un documentaire ou une fiction suivi d'un débat avec de grands témoins. Grand écran, présenté par Valérie Brochard, dimanche à 20h45. Bienvenue à Question d'Info, social, apprentissage, police de proximité, institutions et aussi Corse, l'exécutif et surtout les francs et en même temps. Alors les Républicains peuvent-ils s'opposer à tout et en même temps, se reconstruire contre les constructifs, sans le centre et éventuellement sans Alain Juppé et ses amis? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Bonjour, président du groupe depuis 10 ans déjà. Hein. Et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Jacob, Fabien Roland-Lévy du Point et Frédéric Dumoulin de l'AFP. Bonsoir Monsieur Jacob. Alors je ne sais pas, vous avez, comme beaucoup de Français j'imagine, entendu Monsieur Nicolas Hulot ce matin, le ministre de la Transition écologique, qui a dénoncé avec vigueur des rumeurs, je cite, ignominieuses de harcèlement sexuel qui le viseraient. Il a dit « ça fait mal, je n'ai pas peur de la vérité, j'ai peur de la rumeur ».